François Allais en plateau pour parler de ce projet Navalis. Alors on l'a bien compris, au cœur de cette problématique de crew boat, il y a cette passerelle robotisée qui garantit toutes les conditions de confort accru. Mais derrière, il y a énormément de recherche, de R&D, d'intelligence artificielle notamment embarquée. Enfin, ça vous demande beaucoup de travaux de recherche. C'est pas si simple que ça. Oui, tout à fait. Et le chantier est l'intégrateur de cette passerelle. Le développeur est la société ACBI, qui travaille en corrélation avec d'autres partenaires, dont Marinelec et l'IRSEM. Donc ça, on associe des PME, on est essentiellement des PME dans ce projet, à l'exception du groupe, de Polstra, qui fait partie du groupe Hutchinson, qui s'occupe lui des problèmes de vibroacoustique, et de la Compagnie du Vent, qui fait pénétrer dans le groupe GDF Suez, pour tout l'aspect GNL. Et là, on recherche activement des motoristes de façon à trouver un moteur pour 2015, puisque c'est à partir de 2016 que sont prévus les essais au GNL. Patricia Laurent. Alors, par rapport aux plateformes pétrolières offshore que vous connaissez déjà, est-ce que ce bateau va présenter beaucoup de différences par rapport aux bateaux utilisés pour les plateformes pétrolières? Alors, tout dépend de la politique que vont suivre les industriels. Il faut bien voir que le crewboat à l'éolien s'est développé un petit peu dans la recherche de solutions, et qu'on n'est pas tout de suite allé voir ce que faisaient les gens au pétrole pour s'en inspirer. Et effectivement, les pratiques aujourd'hui ont privilégié le catamaran, mais imposent, et c'est dit dans le reportage qu'on a vu, une poussée assez importante sur le pylône de l'éolienne. Et on s'aperçoit que les premiers pylônes qui n'étaient pas faits pour cette poussée, qui n'étaient pas conçus en conséquence, les ancrages, commencent à avoir un peu de jeu dans la mâture. Donc ce qui pose un problème. La pratique au niveau du pétrole est très différente, à la différence de l'éolien, où on vient pousser violemment pour stabiliser le bateau contre le boat landing. Dans le pétrole, le bateau est beaucoup plus libre, et le boat landing agit en guide de la montée et la descente du bateau qui suit les vagues. Et on a, de ce point de vue-là, beaucoup plus recours à des monocoques qui subissent bien entendu la poussée hydrostatique de la vague au moment de son passage beaucoup plus violemment que celle que sur un catamaran, mais qui ont un avantage énorme aujourd'hui dans une perspective d'économie, c'est que ce sont des bateaux qui sont beaucoup moins onéreux. Alors on le voit, vous l'avez dit, vous travaillez à plusieurs PME. Finalement, vous découvrez peut-être parfois des acteurs que vous connaissiez moins aussi, notamment sur cet univers de l'éolien. Est-ce qu'on peut envisager de créer, parce que c'est aussi la problématique autour de l'éolien offshore, toute une filière, et en particulier autour de ces crewboats, François? Oui, tout à fait. Alors, on peut tout à fait envisager de créer une filière, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle beaucoup aujourd'hui de l'éolien français, mais on en parle. Tout se passe aujourd'hui en Europe du Nord, et il faut être sur le marché du Royaume-Uni, d'Allemagne, et des autres pays d'Europe du Nord, comme la Belgique aussi, où il se passe des choses dès maintenant, de façon à ce que nos entreprises aussi acquièrent des compétences en parallèle avec tous les acteurs industriels du secteur, de façon à ce que non seulement on soit prêt au jour J en France, mais qu'aussi, je dirais, quelque part, on soit encore là, parce qu'on est quand même dans un secteur d'activité, la construction navale, en ce qui concerne les chantiers, qui est un secteur de main-d'œuvre manufacturière, et on connaît nos problèmes en France en termes de coûts du travail. Et donc, pour vous, c'est aussi une façon de rebondir, on va dire, ce marché, d'être présent sur ce projet. C'est une façon de rebondir et de nous préparer à être compétitifs, parce qu'on ne sera pas les seuls chantiers en France, ni équipementiers en France, à proposer du matériel pour le marché français. Et je pense que malgré une certaine préférence nationale qui est dans tous les pays, la compétitivité au niveau industriel fera que ce sont les plus compétitifs qui seront présents sur le marché. Alors justement, vous venez de le dire, vous ne serez pas les seuls. Il y a déjà des chantiers navals qui se sont positionnés. En même temps, il y avait un peu une pénurie de bateaux. Je ne parle pas de la France, mais notamment au Royaume-Uni, où on installe beaucoup d'éoliennes offshore. Donc aujourd'hui, vous estimez que le marché, il est encore largement ouvert, ou qu'il faut vraiment foncer tout de suite, parce qu'il y a déjà des concurrents qui sont là, des concurrents étrangers, et qui sont en train de cadenasser les marchés?
Alors, je pense que le marché est encore ouvert parce qu'il va y avoir une évolution en termes de demande de type de navire. Et si le catamaran a été prédominant dans les années passées, du fait de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on sent aujourd'hui un intérêt pour le monocoque, et en particulier lorsqu'on parle d'offshore. Dès qu'on va aller très au large, et non pas avec des petits bateaux, mais avec des gros crewboats, hein, qui sont sans doute des navires de transfert sur des lieux de vie en mer. On va se retourner, je pense, vers le monocoque, à la fois pour des questions de coût et aussi pour des questions de dimensionnement pour faire face aux états de mer qui seront, quand on va parler de Farshore à 170 km au large, on aura des conditions de mer qui seront très très dur à gérer avec un catamaran, à mon avis. Et alors pour finir, vous disiez que l'horizon 2017, là vous êtes aussi en train de chercher les motoristes. Vous le voyez, cet horizon, pour ce projet en ce qui concerne le moteur, oui, je pense il est difficile de parler avec les motoristes. D'ailleurs, d'abord, on n'en a plus en France pour le type de navire dont on parle. Mais je pense qu'il y a un intérêt certain, parce qu'il y a des enjeux en termes économiques aussi, entre autres. Les pots catalytiques, on en a parlé dans le reportage, vont être un handicap. Et donc toute solution qui pourra être développée pour justement permettre d'éviter les pots catalytiques sera la bienvenue, et le GNL de ce point de vue-là est intéressant. Maintenant, quelle est la stratégie des motoristes allemands, des motoristes américains? Là, aujourd'hui, chacun garde ses secrets. C'est pas si simple que ça en tout cas. Donc merci pour ce projet Navalis. Merci à vous François Allais. Merci aussi à Patricia Laurent qu'on retrouvera bientôt dans Green Business.